Bonjour, nous allons donc aujourd'hui évoquer la protection maternelle et infantile et nous avons donc le grand plaisir de recevoir Pierre Stecker, directeur de l'enfance et de la famille au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Donc Pierre Stecker, bonjour. Bonjour. Est-ce que donc, vous pouvez nous parler des missions de la PMI? Donc ces services ont plus de 70 ans et peut-être aussi un mot sur l'évolution de ces missions? Alors, la PMI, vous le rappelez, a plus de 70 ans. C'est une mission qui aujourd'hui est assurée par les conseils départementaux. C'est la seule politique de santé publique qui est décentralisée. Mais elle a été décentralisée donc, alors qu'elle avait été créée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, créée avec l'ordonnance de 1945 au moment où il fallait repeupler notre pays, au moment où il fallait être vigilant à la fois à préserver les naissances et à préserver les jeunes enfants et donc à assurer un suivi à la fois médical et social des mères et des enfants. Elle a beaucoup évolué évidemment dans ses objectifs depuis cette période-là. Pour autant, on retrouve toujours aujourd'hui comme public principal de la PMI la mère et l'enfant, même si aujourd'hui, bien sûr, les évolutions sociétales nous ont amenés à ne pas parler exclusivement des mères et à travailler sur les parents, la parentalité, la famille dans son ensemble. Je crois que ce qui caractérise aujourd'hui la PMI spécifiquement, c'est que c'est une politique de prévention globale, à la fois de prévention primaire et d'accompagnement dans les premiers pas de la parentalité à tous les niveaux, à la fois au niveau médical, au niveau social et même au niveau éducatif d'une certaine manière, avec la palette de ces interventions qui vont du prénatal jusque le bilan de santé, par exemple, en école maternelle, qui est une politique de prévention de troubles sensoriels et de diagnostic, on va dire, un petit peu social, global des enfants de 0 à 6 ans. Alors justement, est-ce que vous diriez que la PMI a un rôle social? Est-ce que vous portez une attention plus particulière aux familles peut-être en difficulté? Parce que la PMI est ouverte à tous, hein, nous sommes d'accord. La PMI obéit à ce que l'on appelle le principe d'universalisme proportionné. Ce que ça veut dire, c'est donc effectivement, elle s'adresse à tous, l'universalisme, mais elle porte une attention particulière aux publics les plus fragiles ou les plus sensibles. C'est pour ça que lorsque des actions d'accompagnement social se mettent en place entre la PMI et parfois des professionnels qui peuvent être de la protection de l'enfance ou des services sociaux qui sont généralement regroupés dans les mêmes entités au sein des conseils départementaux, on travaille souvent plus particulièrement avec des familles qui peuvent être fragilisées pour des questions sociales, éducatives ou autres, ou avec des familles précarisées, mais pas exclusivement. Donc c'est effectivement les missions sociales de la PMI sont essentielles et sont au cœur de son identité. Et quels sont vos principaux partenaires? Parce que j'imagine que vous travaillez ensemble. Bien sûr. Alors, pour les missions, par exemple, de prévention primaire que j'évoquais tout à l'heure, que sont les bilans de santé en école maternelle, et je dirais, en faisant un petit saut dans les âges de la vie, sur la planification, que je n'ai pas encore évoquée, mais qui donc est un travail sur l'éducation sexuelle, sur la prévention des conduites à risque. On touche plutôt un public d'adolescents ou de jeunes parents même. Et d'ailleurs, on va jusqu'à la pratique de l'IVG dans des centres de PMI. Donc, sur ces missions de prévention, le premier des partenaires, c'est souvent l'éducation nationale. Ce peut être aussi le tissu associatif, donc on peut travailler dans des centres de quartier de PMI en lien avec des centres sociaux, en lien avec des associations de quartier, mais pas exclusivement. À un niveau peut-être plus institutionnel, la PMI travaille évidemment avec les maternités, avec les hôpitaux, et elle travaille sur la politique de santé publique avec l'ARS et avec l'assurance maladie. L'assurance maladie dans sa dimension financement de la politique de santé, puisque les actes médicaux en PMI bénéficient d'un remboursement, mais pas seulement sur les programmes de prévention, par exemple, que développe l'assurance maladie. Souvent, la PMI peut en être partie prenante ou servir à les déployer. Je pense par exemple à ce que l'on est en train de faire, pas seulement en Seine-Saint-Denis d'ailleurs, me semble-t-il, sur la prévention de l'obésité infantile, qui est un programme de l'assurance maladie que l'on essaye d'adapter un peu à différents publics que l'on touche dans des centres de PMI. Et donc la loi de modernisation de notre système de santé a renforcé la prévention. Est-ce qu'on peut déjà en faire un premier bilan? Est-ce que c'est une loi qui vous a aidé dans vos missions au quotidien?
Il peut être tôt pour déjà tirer le bilan. Elle a eu un avantage indéniable, c'est de redonner un peu de visibilité à la PMI, puisque on disait tout à l'heure 70 ans d'existence, peut-être on avait fini par oublier la PMI. Derrière le carnet de santé, on ne voit pas toujours la PMI. Le carnet de santé, évidemment, ça parle à tout le monde. On oublie que s'il y a un petit logo dessus d'un département, c'est parce qu'en réalité, il y a un service de PMI qui ne fait pas que délivrer ce carnet de santé au moment de la naissance. Et donc, cette loi a eu pour effet, je pense, de redonner un petit peu de chair aux missions de prévention au cœur du système de santé qui, dans notre pays, est quand même très centré sur l'hôpital, même si depuis plusieurs années on a une incantation à être plus sur la médecine de ville, mais on a toujours des difficultés à décliner concrètement et à financer concrètement aussi les missions de prévention. Donc elle a redonné une belle place à la prévention, elle rend plus visible la PMI, parce qu'elle est évoquée à plusieurs endroits en fait de cette loi, mais la déclinaison concrète, on est en train d'y travailler. On travaille par exemple sur les programmes régionaux de santé, notamment en Île-de-France, on y a apporté une contribution départementale, dans le sens d'un repositionnement de la PMI dans le système de soins, dans le parcours de soins par exemple des femmes enceintes, avant et au sortir des maternités, en essayant de clarifier aussi un peu la répartition des rôles. Peut-être que les grossesses les plus complexes relèvent de l'hôpital et les grossesses moins complexes relèvent de la PMI, mais il faut bien positionner le curseur entre les deux pour savoir qui fait quoi. Donc cette loi, elle est en train de se retraduire en actes avec la révision donc, de la stratégie nationale de santé, des programmes régionaux de santé. On verra derrière les actions les actions concrètes qui vont en sortir. Alors vous êtes directeur de l'enfance et de la famille. Est-ce qu'il y a un lien entre la PMI et la protection de l'enfance? Évidemment. Alors, pas seulement parce que nous sommes dans les mêmes directions en général dans les départements, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est presque toujours le cas. Il y a un lien sur un premier point qui est le repérage du danger ou du risque de danger pour les enfants. C'est-à-dire que c'était une mission des départements que de repérer ce que l'on appelle dans notre jargon départemental les informations préoccupantes, c'est-à-dire le grand public parle de signalement, mais en gros, c'est la partie administrative du signalement. On est en amont de la saisine de la justice. Ça peut être un signalement qui vient d'un particulier, qui vient d'une école, qui vient d'un professionnel de santé, etc. Et il appartient au département d'évaluer la dangerosité des situations, le risque pour les enfants, d'évaluer l'exposition à de la maltraitance, à de la violence, etc. Et lorsqu'il s'agit d'enfants de 0 à 6 ans, dans la plupart des cas, cette évaluation, elle se fait conjointement entre les services sociaux et ou les services de la protection de l'enfance et les services de PMI. Donc on est sur une coopération concrète sur ce sujet-là. Après, sur le suivi de la santé des enfants qui sont confiés, les enfants placés en famille d'accueil, en établissement, la PMI peut intervenir parfois un peu en conseil sur des situations complexes. Elle pourrait peut-être intervenir plus sur le parcours de soins des enfants confiés. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, ou en tout cas pas de façon homogène dans les départements. Beaucoup pour des raisons d'hétérogénéité aussi dans les ressources dont disposent les services de PMI selon les départements. Mais ce pourrait être une piste de renforcement des liens que vous évoquiez. Et dans le champ de la protection de l'enfance, peut-être un mot sur ces nouvelles dispositions, même si elles ont maintenant 2 ans, mais en tout cas la dernière loi qui introduit cette notion de médecin référent. Est-ce que là, on peut peut-être faire un bilan ou préciser vos attentes en la matière? Alors, en Seine-Saint-Denis, on avait déjà un médecin référent, donc on était un peu en avance d'un temps sur la loi. Le médecin référent, il ne peut pas suivre le parcours de chacun des enfants qui sont confiés. Les départements ont entre 500 et 5500 enfants qui leur sont confiés selon la taille des départements, donc évidemment. Mais son rôle, c'est d'être un peu l'interface avec soit la médecine de ville, soit l'hôpital, enfin en gros avec les professionnels de santé qui ne sont pas ceux du département. Et souvent, le médecin parle mieux au médecin, donc c'est vraiment son rôle. Et c'est la grande avancée, on va dire, de la loi de 2016, c'est d'avoir obligé à ce qu'on ait effectivement cette interface entre le département et le reste du système de santé qui se crée systématiquement sur chaque territoire. Il est peut-être un peu tôt pour en tirer le bilan, parce que c'est là non plus pas organisé de façon très homogène. Parfois, c'est le médecin de PMI qui joue le rôle de médecin référent en protection de l'enfance. Parfois, c'est un médecin dédié. La loi ne précisait pas comment l'organiser. On est dans une politique qui est décentralisée
décentralisé, donc il appartient à chaque territoire de s'organiser pour mettre en place cette mission-là. On est en pleine réflexion sur peut-être aller un peu plus loin sur la question du soin et du parcours de soins des enfants confiés, notamment s'agissant d'enfants qui peuvent parfois souffrir de troubles psychiques ou de handicaps légers ou sévères, et dont une partie se retrouve parfois même par défaut placée ou suivie par l'aide sociale à l'enfance, alors qu'en réalité, c'est souvent plus une problématique de santé qu'une problématique éducative ou qu'une problématique parentale qui a conduit à cette situation-là, et où il faut vraiment qu'on se coordonne entre des établissements spécialisés, des acteurs du champ du handicap, des acteurs du champ de la santé mentale et les acteurs du champ éducatif, on va dire, que sont les professionnels de la protection de l'enfance. Très bien, et peut-être un mot pour terminer donc, sur un autre sujet majeur qui est la pauvreté des enfants. Donc, au moment où nous réalisons cette interview, nous sommes en attente des propositions d'Olivier Noblecourt. Quelles sont vos attentes sur un sujet comme celui-là ? Évidemment, la pauvreté, c'est à la fois un des déterminants des situations de protection de l'enfance, mais pas le seul, et aussi un des déterminants des situations de santé. De fait, on voit les corrélations entre des situations sanitaires dégradées et les conditions de vie précaires des familles. On sait un peu de quoi on parle en Seine-Saint-Denis sur ce sujet-là. Ce qu'on peut attendre de ce que présentera sans doute bientôt Olivier Noblecourt dans cette stratégie qui vise à prévenir la pauvreté des enfants et des jeunes, c'est d'avoir une approche un peu plus globale du sujet. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance dans les politiques publiques à ne parler que du logement, ou ne parler que de l'éducation, ou à ne parler que des acteurs de la petite enfance, ou de ceux qui s'occupent de la jeunesse. Donc peut-être de penser les réponses, non pas chacun dans son silo, mais de façon un petit peu plus globale, parce qu'on sait que les problématiques à la fois de la trajectoire des jeunes qui accèdent progressivement à l'autonomie sont évidemment multiples. Les questions de ressources se posent, les questions de formation et d'éducation se posent, les questions de logement se posent. De la même manière, sur la petite enfance, l'approche qui a été proposée lors des travaux de concertation avant de définir cette stratégie visait quand même beaucoup à promouvoir un modèle de prévention à travers les modes d'accueil et les modes de garde de la petite enfance, qu'ils soient individuels ou collectifs, donc que l'on soit sur des crèches, des multi-accueils, des garderies ou en accueil individuel chez un ou une assistante maternelle. L'idée, c'est de s'appuyer sur les réponses petite enfance pour aussi prévenir les inégalités, prévenir des dégradations sociales de situation. Donc cette approche un peu plus globale pourrait être une avancée, je pense, dans les politiques publiques. Très bien. Écoutez, Pierre Stecker, un grand merci à la fois pour cet éclairage sur la PMI et également sur ces sujets d'actualité. Merci à vous. Merci.